signifie rien. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Et comme chaque semaine, en fin d'épisode, vous entendrez la chronique de Tania Rachaud sur les droits de l'homme. Bonjour Tania. Bonjour Vincent, bonjour à tous de loin. Oui, mais en effet, Tania, on est toujours confinés, toujours chacun chez soi. Et si on peut enregistrer cette émission, c'est toujours grâce à la qualité technique d'Amicus. Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et coordonnée par Camille Bloomberg, qui assure également les lectures. Cette émission est préparée avec le soin et l'aide de Flavie César, Axel Mouton, Victor Simon et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des Surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. Veut dire avoir en ligne de mire la disparition de l'armée française au bénéfice en réalité d'une armée européenne, mais bien sûr que si, au bénéfice d'une armée européenne, d'une défense européenne, qui est une vieille lubie des européistes depuis longtemps. C'est évidemment éminemment inquiétant. Madame Goulard, qui a été conseillère de Romano Prodi, c'est-à-dire l'ancien, quand il était président de la Commission européenne. Strasbourg, près de la frontière franco-allemande. Ici, c'est le quartier général de l'Eurocorps, l'armée de défense européenne. 1er juillet, la France prend les rênes de l'UE. Objectif affiché, se doter d'une force de réaction rapide de 60 000 hommes. Nous avons déjà une agence de défense européenne. Nous avons déjà des unités tactiques de combat européens qui servent en ce moment dans le monde. Nous avons déjà une marine européenne active contre les pirates somaliens et qui peut oublier Eurocorps ici à Strasbourg, paradant devant cet affreux drapeau européen dans la cour du Parlement européen. L'Europe. Vous venez d'entendre dans l'ordre Marine Le Pen le 22 mai 2017, puis un reportage sur France 24 en 2008, et enfin Nigel Farage, l'ancien leader du Brexit, alors député européen le 3 janvier 2019 au Parlement européen. Quelle est l'idée reçue, Vincent ? Alors, l'idée reçue ici, c'est l'idée inverse de celle que nous avons traitée dans l'épisode précédent. C'est l'idée selon laquelle l'Europe a une armée. Et alors, d'où nous vient cette légende européenne ? Eh bien, Tania, cette idée reçue, cette légende, nous vient essentiellement d'un article du Daily Mail, ce tabloïd britannique farouchement anti-européen, et qui avait affirmé lors de la campagne du référendum sur le Brexit, en 2016, qu'en cas de vote en faveur de la sortie du Royaume-Uni, l'Union européenne était prête, photo d'un tank à l'appui, à envahir le pays pour l'empêcher de sortir de l'Union européenne. Et alors, comment s'est-elle répandue depuis le Royaume-Uni ? Eh bien, essentiellement via l'extrême droite nationaliste qui s'en est ensuite saisie. On a entendu Marine Le Pen ou Nigel Farage au Royaume-Uni. Et alors, je crois comprendre pourquoi cette idée reçue plaît, mais dites-nous, Vincent. Eh bien, c'est parce que c'est du pain béni pour qui défend la souveraineté de la France, Tania. Et je pense qu'on aura une réponse. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Il y en a pour le coup, c'est totalement faux. Il n'y a pas d'armée européenne, même si on voit ça et là des embryons de coopération entre quelques États membres. L'Europe. Et maintenant, place à l'édito d'Objection Votre Europe. Je l'admets, je ne suis pas abonné au site d'information Bruxelles 2. Mais le contenu accessible au grand public est déjà une mine d'or pour qui s'intéresse à la défense européenne et plus largement à la géopolitique. Bruxelles 2, ou B2 pour les intimes, c'est à l'origine un blog tenu par le journaliste Nicolas Grovered qui s'est dit un jour « Pourquoi ne pas lancer mon propre média qui traiterait des sujets que mes supérieurs dans la presse ne veulent pas publier parce que, c'est bien connu, parler d'Europe, ça ennuie tout le monde. » Tenez, est-ce qu'on ne tiendrait pas là une idée reçue à malmener dans Objection Votre Europe ? Sur B2, on lit par exemple comment la formation des gardes-côtes libyens, qui doit être assurée par l'Union européenne pour limiter les départs de demandeurs d'asile vers l'Europe, est en réalité en train de tomber dans les mains de la Turquie. Grave dérive qui inquiète au plus haut niveau, et c'est pourtant quasiment le seul média à en parler. On pouvait y lire aussi le démontage en règle d'une autre idée reçue véhiculée par le secrétaire général de l'OTAN lui-même, selon laquelle, après le Brexit, l'Europe n'aurait plus les moyens de se défendre. Alors notre émission Objection Votre Europe n'a pas de rubrique pour les copinages entre médias. Alors pour recommander d'aller voir ce qui se passe ailleurs, j'ai donc voulu profiter de cet édito ici pour vous parler de B2.
Car ce média est l'illustration même de ce qu'en dit son créateur, Nicolas Grovered. Bien raconté, les histoires européennes passionnent. Un beau pied de nez aux rédactions nationales qui ne parlent pas trop d'Europe parce que ça ferait moins vendre. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Vous êtes bien dans Objection Votre Europe et cette semaine, on poursuit notre discussion de la semaine dernière sur la défense européenne avec Samuel Faure, maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et qui publie un livre, Avec ou sans l'Europe, le dilemme de la politique française d'armement. Il est l'auteur aussi, en 2016, de Défense européenne, émergence d'une culture stratégique commune, aux éditions Athéna. Mais avant de l'entendre, on écoute le député européen Jacek Saryusz-Wolski sur la nécessité d'avoir une coopération militaire. Premièrement, nos pays, il était pour la défense européenne et otanique, si vous voulez, depuis le début. C'est pas nouveau. Et deuxièmement, la proposition allemande et française va dans une bonne direction, mais elle est trop modeste. Elle fait face seulement aux dangers non militaires, donc terrorisme, questions médicales, transportation, très bien. Et fait face seulement aux dangers venant du Sud. Elle ignore complètement les dangers militaires venant de l'Est, tels que l'invasion russe. Une fois en Géorgie, nous étions absents. Deuxième fois en Ukraine, nous sommes absents en termes militaires. Donc il faut vraiment une réponse militaire aux défis et dangers militaires, et il faut aller dans cette direction. Il faut avoir des capacités. Mais d'abord, il faut avoir une perception commune des dangers. Cette prise de position du député européen montre bien que l'Europe ne dispose pas d'une capacité militaire sous commandement européen en mesure de protéger son territoire. Pourtant, le 21 mai 2016, le quotidien britannique, le Daily Mail, en avait décidé autrement en signant un article exemplaire en matière de désinformation « Invasion de l'armée de l'Union européenne ». Vous craignez que des chars d'assaut européens se garent sur notre pelouse? Monsieur le ministre, trop tard, ils sont déjà là. Je n'invente rien, c'est le titre de l'article du Daily Mail. L'article relatait alors comment les Européens auraient planifié d'envahir le Royaume-Uni en cas de Brexit en plaçant 1500 militaires, principalement des Britanniques d'ailleurs, sur le sol anglais, arborant pavillon européen et donc sous le contrôle direct de Bruxelles. Mauvaise foi flagrante de ce journal, qui n'en est pas à son coup d'essai sur le sujet. Alors cette photo prise sur le territoire britannique, d'un tank arborant un drapeau européen, de quoi s'agissait-il? Il existe en fait ce qu'on appelle des groupements tactiques de l'Union européenne, qui sont des unités de combat capables de mener des interventions militaires. Il s'agit d'unités militaires multinationales. En général, c'est 1500 personnes chacune, même si en réalité c'est beaucoup plus, qui ont une capacité militaire de réaction rapide au nom de l'Union européenne pour répondre aux crises et conflits émergents dans le monde. Le système est un système de rotation. Chaque État prend sa part dans la direction des groupements tactiques. En juillet 2016, par exemple, c'était le Royaume-Uni qui avait dû prendre sa part et donc a pris la tête des groupements tactiques. Prendre la tête d'un groupement tactique, c'est mettre à disposition ses soldats, diriger le groupement. Les entraînements ont lieu sous bannière européenne, mais dans le pays qui le dirige au moment de la rotation. C'est donc ça la photo prise par le Daily Mail et que des journalistes peu scrupuleux ont fait passer pour un exercice d'une soi-disant armée européenne en vue de l'invasion du Royaume-Uni. Alors pour la petite histoire, une navette pro-Brexit, rempli de Britanniques, avait envahi la Tamise juste avant le référendum en 2016 pour essayer de convaincre les Britanniques, en tout cas les Londoniens, de voter en faveur du Brexit. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled. You'd be 13, I'd be 35. Going to find a place for us to hide. Be together but alone as the need for it has grown. You'd be 13.
13, I'd be 35. Gone to find a place for us to hide. Be together but alone as the need for it has grown, yeah. Cha-cha, cha-cha, cha-cha. Cha-cha, cha-cha. A cave or a shed, a car or a bed, a hole in the ground or a burial mound, a bush or a tree or the Egan Sea will do for me. Cha-cha, cha-cha, cha-cha. Cha-cha, cha-cha. Oh, I can say that you look pretty. You turn my legs into spaghetti. You set my heart on fire. For you I found a vent in the bottom of a coal mine. Just enough space for your hands in the inside. If you go, let me know. You'd be 13, I'd be 35. Gone to find a place for us to hide. A den or a desert, perhaps an ink squirt, a cellar. Vous êtes toujours dans Objection Votre Europe et vous écoutiez 1335 de Dillon. Aujourd'hui, dans Objection Votre Europe, on revient donc sur cette idée reçue selon laquelle il y aurait une armée européenne. On a dit qu'a priori, selon cette idée reçue qui avait été diffusée par le Daily Mail en 2016, eh bien, c'était plutôt faux. En tout cas, c'était pas ce que le Daily Mail avait cru voir. Mais quand même, quand on regarde le traité de Lisbonne, le but affiché de ce traité adopté en 2007, c'était bien de créer une défense commune, même si aujourd'hui on en est très loin. La politique de sécurité et de défense commune assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. Vous venez donc d'entendre, lu par Camille Bloomberg, l'article 42 du traité sur l'Union européenne. On pourrait donc imaginer qu'une armée européenne existe ou bien, au moins, est en projet. Écoutons ce que Samuel Faure, maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et spécialiste de défense européenne, a à dire sur le sujet. Il a publié en 2017 un article de recherche « Pourquoi la défense européenne est-elle impuissante ?» dans un ouvrage « Notre monde est-il plus dangereux ?» chez Armand Collin. Écoutons-le. C'est vraiment un vieux serpent de mer, comme il y en a un certain nombre à Bruxelles et liés à l'Union européenne. Et d'ailleurs, le président de la République, Macron lui-même, lors du début de la campagne des élections européennes de 2019, avait, après lui, un certain nombre de ses lieutenants, ressorti cette idée d'une armée européenne avant de la laisser de côté. C'est toujours pareil, il faut qu'on s'entende sur les termes. Si par armée européenne, on entend une armée intégrée, unique, et qui viendrait se remplacer les armées nationales. Alors, pas plus qu'aujourd'hui, qu'hier et que demain, ce projet est à l'ordre du jour. Et à l'agenda politique des chefs d'État et de gouvernement, de la Commission européenne, du Parlement ou du Conseil européen. La réponse est donc plutôt claire. Il n'y a pas d'armée européenne et ce sujet n'est même pas à l'agenda des dirigeants européens. Toutefois, et sans qu'il s'agisse d'une quelconque armée européenne, les États membres ont lancé ce qu'on appelle des coopérations structurées permanentes. Ça a été lancé en 2017 au moment du Brexit. Écoutons Samuel Faure. Or, il a fallu attendre presque une décennie, et donc 2017, et donc quelques mois en effet après le Brexit, le référendum, pour que les chefs d'État et de gouvernement se prennent la décision d'activer ce mécanisme-là. Et en effet, en l'occurrence, on peut voir un effet assez direct d'une fenêtre d'opportunité que constitue le Brexit et qui aurait été un
un accélérateur ou un révélateur de l'intérêt, en tout cas symboliquement. Encore une fois, il est sûrement trop tôt à l'heure actuelle d'évaluer les effets de l'activation de cette PESCO, mais force est de constater que cette PESCO, cette coopération structurée permanente, a été activée en effet à la suite du Brexit. Et on peut ajouter un point qui est pas inintéressant quand les chefs d'État et de gouvernement puis leurs ministres de la Défense respectifs prennent cette décision à l'automne 2017, c'est que, à l'exception de Malte, bien sûr du Royaume-Uni qui est en Brexit et du Danemark qui a un opt-out, une dérogation sur la PSDC, la politique de sécurité et de défense commune, eh bien, les 25 autres États membres de l'Union européenne font le choix de cette PESCO, de cette coopération structurée permanente. Or, on aurait pu s'attendre à ce que, eh bien, il y ait un nombre beaucoup plus réduit d'États qui décident d'aller en avant, puisque ce mécanisme permet à un nombre réduit, c'est une sorte d'institutionnalisation de l'Europe à géométrie variable. Eh bien, ce qui est pas inintéressant, c'est de constater que les 25 intègrent ce mécanisme, y compris la Pologne, qui est un État connu pour ses relations proches et étroites avec les États-Unis, et un allié important, central de l'Alliance Atlantique de l'OTAN. Ces coopérations, il en existe aujourd'hui 47. De la mise en place d'une plateforme d'échange d'informations pour la lutte contre les attaques dans le cyberespace, à des systèmes de surveillance maritime, les États ont établi une longue liste de coopérations auxquelles ils participent à la carte. Alors il y a aussi l'Agence européenne de défense, dont parlait Nigel Farage dans l'extrait au début, mais c'est une agence en fait qui permet aux États membres de se mettre d'accord ensemble pour améliorer leur capacité militaire, c'est-à-dire quoi ? Eh bien, ils abondent un budget européen pour acheter et développer du matériel européen de défense. L'idée étant ici de créer une industrie européenne de l'armement. Mais malgré tout, les Européens n'ont pas attendu l'Agence européenne de défense pour développer eux-mêmes du matériel militaire. L'avion de transport, par exemple, l'A400M, ou encore l'avion de combat, l'Eurofighter, ont été développés avant la création de l'Agence européenne de défense. Il faut dire également, il faut pouvoir citer aussi l'exemple de ces 6 missions militaires, par exemple au Mali, ou alors de 11 missions civiles qui ont lieu par exemple en Irak ou en Libye et qui sont menées par l'Union européenne. Ce sont ces 17 missions au total, plus de 4000 militaires déployés sous drapeau européen. Mais ce n'est pas une armée européenne. Ce sont des contingents nationaux sous commandement d'un État membre. Alors certes, il y a une coordination européenne, mais pas plus. C'est le cas de l'opération Atalante en Somalie pour lutter contre la piraterie maritime, et c'est ce à quoi faisait référence Nigel Farage en introduction de cet épisode, pas vraiment donc une force marine européenne. Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si, en cas d'agression, l'Union serait en mesure de se défendre. La réponse de Samuel Faure, je dois dire, n'est pas très rassurante. L'Europe, en fait, est prête à une attaque de ce type. Et cette réponse, elle s'appelle l'OTAN. Alors bien sûr, vu de Paris et de la France, cette réponse risque de paraître provocatrice. Elle le serait bien moins si cette interview avait lieu à Berlin, dans les pays baltes ou même en Norvège, qui n'est certes pas un pays de l'Union européenne, mais sur le continent européen. Il faut bien voir que l'OTAN reste l'instrument d'action publique stratégique et internationale privilégié pour la défense du territoire européen. Comme j'ai pu le rappeler précédemment, la PSDC a un rôle à l'extérieur des frontières de l'Union européenne, et donc un rôle de cette
de cette Europe de la défense, mais qui n'est pas nécessairement la défense de l'Europe. Et cette défense de l'Europe passe encore principalement par l'OTAN, et donc à travers les États-Unis d'Amérique. Des études récentes rappellent que les États-Unis dépensent 35 milliards d'euros par an, ce qui, grosso modo, est le budget militaire de la France, qui a le budget militaire le plus important, le plus élevé de l'Union européenne, pour la défense du territoire européen. Donc l'OTAN, les États-Unis à travers l'OTAN, l'OTAN comme alliance internationale, ont encore un rôle prédominant pour assurer la défense du territoire européen, par exemple d'une attaque territoriale russe, si demain les chars russes attaquaient et souhaitaient rentrer en Estonie, en Lituanie ou en Lettonie, par exemple. On voit donc qu'en réalité, sans armée européenne, c'est l'OTAN qui assure la meilleure protection du territoire européen. Pour autant, cette organisation militaire n'est pas sans faiblesses et contradictions, ce qui, là encore, n'est pas de nature à rassurer sur la protection militaire de l'Europe. Une fois qu'on a dit ça, on peut rappeler que cette réalité-là pose des problèmes majeurs. D'une part parce que l'OTAN a aujourd'hui, en 2020, des fragilités politico-institutionnelles. On l'a vu encore ces dernières semaines avec une montée des tensions inquiétantes entre la Turquie et la Grèce en Méditerranée. Et puis parce que l'OTAN a, si ce n'est des fragilités, en tout cas des limites stratégiques pour répondre aux menaces auxquels doivent faire face les États membres de l'Union européenne. On peut rappeler que l'OTAN a été créée dans un tout autre contexte, celui de la guerre froide, pour faire face à un ennemi, une menace très identifiée, qui était l'URSS. Aujourd'hui, les menaces sont multiples, protéiformes. Il y a bien sûr encore la Russie de Vladimir Poutine, même si les perceptions de cette menace sont véritablement à géométrie variable d'un État membre à un autre. Mais il y a bien d'autres menaces. Bien sûr, les attaques terroristes et le terrorisme djihadiste, mais on peut aussi penser aux cyberattaques, ou bien évidemment au changement climatique. Et donc, toutes ces menaces-là, on peut considérer que l'OTAN n'est pas nécessairement le meilleur instrument d'action publique internationale et stratégique pour répondre à ces menaces. Et là se pose la question, qui doit faire quoi ? Que doit faire l'OTAN ? À quelle menace doit répondre l'OTAN encore au XXIe siècle, et que devrait faire l'Union européenne si l'on considère que ces deux organisations internationales sont moins en concurrence qu'elles peuvent être en complémentarité. C'est un véritable enjeu stratégique, militaire et politique pour le XXIe siècle. Un grand merci à Samuel Faure pour ses réponses très éclairantes. Mais maintenant, je crois qu'il est l'heure de la chronique Droits de l'homme de Tania Rachaud. Alors Tania, et les droits de l'homme, bordel ? Aujourd'hui, vous nous parlez d'une armée européenne pour combattre les horreurs en Libye ? Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. S'il y avait une armée européenne, j'espère vraiment qu'elle pourrait agir en Libye. Un pays de conflit et de transit pour beaucoup d'exilés qui sont alors systématiquement détenus, torturés et subissent des sévices sexuels, qu'il s'agisse d'hommes, de femmes ou d'enfants. Parmi ces crises, il y a celle des migrants africains qui sont échangés ou vendus comme esclaves en Libye. Une exposition leur est consacrée dans la chapelle de la tapisserie de Bayeux. Et ce photographe mexicain est parvenu à rentrer dans les centres de détention. Ces centres de détention servent de plateforme d'achat et de vente des migrants entre les milices. Cela fait partie du trafic. Ils les envoient à travers des réseaux vers l'Europe.
Le prix d'un migrant dans l'un de ces centres de détention est d'environ 80 à 150 euros. Les mauvais traitements sont systématiques. On les frappe, on les torture d'une certaine manière. Il y a aussi des viols. Les Arabes du Nord traitent les Noirs d'Afrique comme des citoyens de seconde zone. Nous venons d'entendre le photographe Narcisco Contreras qui s'est rendu sur place et il nous parle de cette Libye qui se rapproche grandement de l'idée que l'on peut se faire de l'enfer, avec notamment un marché aux esclaves, des esclaves qui coûtent entre 80 et 150 euros, et on n'a pas l'impression aujourd'hui que la communauté internationale ou européenne se mobilise suffisamment à ce sujet. Mais avant de parler de cette action ou inaction européenne, posons le décor. La Libye, ce pays de 6 millions de personnes et de milliers, voire millions de migrants, est chaotique depuis la fin de la dictature du général Kadhafi en 2011. On pourrait penser que finir une dictature qui a duré plus de 40 ans permettrait un changement positif, mais malheureusement cela a surtout conduit à une instabilité du pays menée par deux hommes qui se font la guerre. D'un côté, le maréchal Haftar, le chef de l'armée nationale libyenne, qui contrôle l'est du pays et une partie du sud de la Libye. Il est soutenu par l'Égypte et les alliés de l'Arabie saoudite, et il fait face à Fayez al-Sarraj, le premier ministre qui lui est reconnu par l'ONU. Alors la communauté internationale n'est pas insensible au sujet, simplement sa stratégie est pour le moins floue et on devine bien que ça a un léger rapport avec le pétrole assez abondant en Libye. Par exemple, les Turcs et les Russes semblent être sur le terrain, mais version mercenaire, et il y a plusieurs pays qui font parvenir des armes à la Libye, à l'un ou l'autre des camps, alors même qu'un embargo sur les armes est en place depuis 2011. Et justement, la mission EUNAVFOR Med, que l'on avait rencontrée pour évoquer l'opération Sophia, du nom d'un bébé né sur un bateau sauvant les migrants en mer, a changé de nature en 2020 pour se concentrer sur le respect de cet embargo. Excite l'opération Sophia, bonjour EUNAVFOR Med Irini, qui se compose de frégates, d'avions et d'hélicoptères pour collecter des informations sur le trafic d'armes et dissuader la contrebande de pétrole. Pour cette mission, plusieurs pays se sont mobilisés, et particulièrement la Grèce, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Pologne et le Luxembourg, qui fournissent des moyens opérationnels. Mobilisation assez forte pour la question de l'embargo, mais inexistante pour le sauvetage en mer des exilés. Rappelons d'ailleurs que les bateaux qui ont à bord des personnes sauvées en mer restent souvent bloqués en mer, les pays n'arrivant pas à se mettre d'accord sur la répartition de la prise en charge des demandeurs d'asile. À défaut d'armée européenne, c'est aussi Frontex, l'agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières, qui semble être bien en place en Libye. En effet, elle intervient pour la formation des garde-côtes libyens, a priori de façon assez efficace, puisque par exemple, début novembre 2020, des centaines de migrants sont interceptés par ces garde-côtes libyens pour être ramenés dans leur centre de détention. Alors parlons-en de ces centres de détention en Libye. Ils sont en fait laissés complètement aux mains de milices et pas sous l'autorité libyenne et se retrouvent parfois au centre de conflits internes. Par exemple, à l'été 2020, il y a un groupe d'hommes armés qui a tiré sur des gardes d'un centre de rétention qui se situe au sud-ouest de Tripoli pour kidnapper les migrants qui sont retenus et qui sont parfois retenus des années. Et ce kidnapping a fort probablement pour objectif de les exploiter en plus. C'est pour ça que l'ONU réclame la fermeture de ces prisons et la mise en place d'un autre système depuis des années. Bien que les autorités libyennes ont entendu cet appel en 2019 et s'étaient engagées à fermer certains centres, eh bien les 11 centres officiels restent à l'heure actuelle toujours ouverts. Et il n'y a donc absolument pas d'armée européenne, pas d'armée étrangère pour venir tenter de mettre de l'ordre dans ce chaos libyen. Clairement en Libye, la priorité ne semble pas être portée sur l'humain, mais sur des enjeux économiques. Et d'ailleurs, une autre opération militaire de l'Union européenne, appelée EUFOR Libye, datant de 2011, avait pour objectif de fournir un appui à l'aide humanitaire dans la région, notamment en assurant la sécurité des déplacements et l'évacuation des personnes déplacées. Et cette opération militaire, eh bien, elle n'a jamais pu voir le jour, faute d'accord avec les autres organisations internationales. Donc en Libye, pays en conflit depuis une dizaine d'années, l'Union européenne a du mal à se mettre en place militairement, même si elle navigue non loin de là pour renforcer l'embargo des armes qui ne semble pourtant pas suivi. Petite lueur d'espoir, depuis juin 2020, les hostilités ont diminué, laissant place à un cessez-le-feu qui semble stable depuis quelques mois.
Merci Tania, merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aussi pour vos messages, on les lit avec beaucoup d'attention. Continuez à nous écrire sur les réseaux sociaux, chez Amicus Radio ou Les Surligneurs. Pensez aussi à parler de ce podcast autour de vous et rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio ou des Surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. À bientôt dans Objection Votre Europe.